Premièrement, le Qatar n'a aucun moyen de répliquer. Deuxièmement, le Qatar a une grande base américaine. Il ne fera que ce que l'Amérique l'autorisera à faire. Bonjour à tous, chers abonnés, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau grand entretien. Alors ce mardi 9 septembre, l'armée israélienne a frappé Doha, la capitale du Qatar. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Delval. Bonjour Alexandre Delval. Bonjour. Et pour commencer cet entretien, pourquoi est-ce que Israël a frappé le Qatar? Alors, il y a très longtemps déjà que Israël avait un problème avec le Qatar, qui, comme l'Iran, accueille, comme d'autres pays aussi, il y a aussi le Koweït, la Malaisie, qui ont eu beaucoup de liens avec le Hamas, mais l'Iran et le Qatar étaient les deux grands sponsors. Le Qatar était épargné puisque c'est un allié important des États-Unis avec une base américaine majeure et parce que le Qatar est un honest broker. Le Qatar a une spécificité. Il est en bon terme avec les Occidentaux. Il achète des clubs de foot et il est à fond dans l'alliance avec l'Occident d'un point de vue stratégique avec la base américaine. Et en même temps, le Qatar est le grand parrain des talibans, du groupe djihadiste Shebab en Somalie et a longtemps aidé des groupes d'Al-Qaïda en Syrie ou ailleurs ou au Mali, y compris contre des forces parfois occidentales. Donc, si vous voulez, c'est un État totalement schizophrène qui va beaucoup plus loin encore que la Turquie dans le double langage et la double allégeance. Un moment, vous savez, quand vous jouez ce genre de jeu, mais que vous ne pouvez pas vous le permettre parce que vous êtes riche, mais vous n'avez que 300 000 habitants et aucune armée, un moment, il peut y avoir une sanction. Et comme il n'a aucune armée et qu'il ne peut pas faire de représailles, le message est clair. Israël a voulu faire comprendre au Hamas, même si je ne pense pas que l'opération était parfaitement réussie, puisqu'ils auraient voulu quand même tuer les personnes qui dansaient le jour du 7 octobre et qui sont des responsables importants. Mais le message est quand même clair. Le message est le suivant. Nous ne voulons plus vraiment une négociation indirecte avec vous pour trouver un cessez-le-feu avec le Hamas. Le message, c'est que nous allons détruire définitivement le Hamas d'un point de vue logistique, militaire et même politique. Donc, nous nous fichons de frapper l'équipe qui négocie pour nous, qui fait l'intermédiaire avec le Hamas. La force est la seule chose que le Qatar peut comprendre puisqu'il n'a jamais compris qu'il fallait lâcher les frères musulmans et le Hamas qu'il appuie depuis très longtemps de manière tout à fait officielle. Le fait que le Hamas aussi abrite beaucoup de mouvements djihadistes est assez clair. Donc voilà, pour moi, l'opération a raté dans la mesure où ont été touchées que assez peu de personnes et une seule personne plus ou moins importante. La direction opérationnelle du Hamas à Gaza ne se trouvait pas à Doha. C'est une direction, mais qui n'est pas la direction la plus opérationnelle. Il y a quand même une dichotomie aujourd'hui entre ceux qui sont sur le terrain et ceux qui sont dans les salons à Doha. Mais la moitié de l'opération a été réussie, c'est-à-dire le Hamas, maintenant, le Qatar doit choisir son camp. Et un autre message a été envoyé, c'est assez arrogant d'un certain côté, mais Israël l'a souvent fait, entraîner l'Amérique dans un positionnement qu'elle n'avait pas forcément voulu prendre au début. L'Amérique ne pouvant pas totalement renier ce qu'a fait Israël, l'Amérique étant impliquée indirectement, puisque forcément elle le savait, puisque l'Amérique aurait pu transmettre autre chose comme information au Qatar et beaucoup plus tôt, il y aurait pu avoir au moins une tentative d'intercepter des projectiles. Apparemment, il y a eu une complexité, une complicité structurelle des États-Unis. Donc, le message d'Israël, c'est aussi d'impliquer, malgré eux, les États-Unis dans un positionnement du Qatar qui va être obligé, dans les prochains jours, d'être beaucoup plus clair vis-à-vis de cet axe irano-frères musulmans et Hezbollah et Hamas, puisqu'il y a toujours eu des liens entre les frères musulmans, le Hamas et l'Iran. Les frères musulmans sont la seule structure sunnite islamiste
qui n'a jamais été totalement anti-chiite, anti-iranienne. Il y a toujours eu des passerelles. Donc le message est clair envers les différents fronts qui sont proches directement ou indirectement de l'Iran. Alors je vais revenir sur quelque chose que vous avez dit. Donc cette frappe était faite pour toucher les représentants du Hamas à Doha. Mais une autre question me vient. Dans quel cadre, justement, le Qatar accueille et héberge des représentants du Hamas? Alors, il faut savoir que les liens entre le Qatar et le Hamas sont aussi anciens que le Hamas lui-même. Cheikh Yassine, qui a créé le Hamas en 1987, je le dis dans mes différents livres, était déjà très très lié à l'émir et à la famille régnante du Qatar à l'époque, et il avait déjà des aides du Qatar. Donc le Qatar a toujours aidé non seulement les frères musulmans, de plus en plus lorsque les Saoudiens ont lâché les frères musulmans, parce qu'aujourd'hui les Saoudiens sont à couteau tiré avec le Hamas et les frères musulmans, mais ils ont longtemps aidé les frères musulmans, c'est assez récent la brouille, et le Qatar a pris le relais. Donc le Qatar a toujours été lié à l'axe frères musulmans-Hamas, mais il l'est de plus en plus depuis les années 90-2000. Et il a constamment abrité la direction politique du Hamas. Le Qatar a tout le temps abrité des gens comme Khaled Meshal, qui a été le leader absolu du Hamas. Ensuite, il a laissé la place à son successeur. Ensuite, il a pas voulu, il aurait pu redevenir le leader, mais il est resté quand même un des cadres importants, historiques. Des cadres historiques du Hamas, non seulement Cheikh Yassine, le créateur du Hamas, mais la plupart enfin, tous les cadres politiques qui ont suivi ont soit vécu au Hamas, soit ont été aidés financièrement, pardon, ils ont soit vécu au Qatar et à Doha, soit ont été tous aidés financièrement par le Qatar et ils ont tous été assez liés et ont reçu une protection et un accueil. Vous savez, dans la tradition bédouine, ce n'est pas rien. Quand vous êtes accueilli, on vous protège quoi que vous fassiez. Un jour, le numéro 2 de l'ambassade du Qatar à Paris m'avait reçu, puisqu'il y avait un contact, un petit contentieux, et un intermédiaire m'avait dit d'accepter de les rencontrer. Et le numéro 2 de l'ambassade du Qatar à Paris m'avait dit, vous comprenez, quand nous accueillons des gens, après, s'ils font des actions terroristes, il y a une tradition bédouine d'accueil que l'on ne retire pas, quoi que fasse la personne à qui vous avez donné une protection et un accueil dans la tradition bédouine. Je lui avais dit, c'est un peu facile comme argument de s'abriter derrière un atténuant culturel ou une tradition quand on accueille des gens qui perpètrent. Et là, je lui parlais d'autres islamistes, hein, des gens plutôt liés à Al-Qaïda qui avaient été aidés par le Qatar. Donc, il n'y a pas que le Hamas israélien. Donc, si vous voulez, le Qatar a tout le temps, depuis des années, aidé et l'islam politique des frères musulmans et de nombreux groupes djihadistes, islamistes sunnites, pas uniquement le Hamas, mais aussi Al-Qaïda, les talibans, dont ils ont été un grand parrain et un grand intermédiaire, les Shebabs somaliens et beaucoup de djihadistes en Syrie, en Irak et notamment au Sahel. Alors, de plus, le Premier ministre israélien a expliqué clairement être en campagne pour vaincre le Hamas. Mais la question qu'on peut se poser, c'est jusqu'où ira-t-il? Moi, je pense qu'aujourd'hui, la doctrine israélienne, c'est d'aller jusqu'au bout, c'est même d'accepter de sacrifier les otages. J'en parlais avec un ancien chef, un ancien haut officier du groupe de renseignement et d'action Aman, qui est, on parle souvent du Mossad, mais il y a aussi le groupe Aman qui fait beaucoup d'opérations à l'extérieur. Raphaël Yerushalmi, officier supérieur du Haman, qui s'exprime beaucoup dans les médias, il est libre depuis quelque temps, et il me disait qu'il y avait deux objectifs qui sont totalement incompatibles de la part d'Israël, et il disait que c'était un problème structurel. On ne peut pas vouloir la libération des otages et en même temps vouloir l'annihilation totale du Hamas qui passe par le sacrifice des otages. Donald Trump a fait une déclaration qui allait dans ce sens récemment. Vous savez, vos otages, c'est possible qu'ils soient déjà tous morts. Le plan de Steve Witkoff récent qui a été proposé et que Israël a accepté pour un peu piéger le Hamas, qui ne peut pas l'accepter, c'était 48 otages rendus. On en a maximum 20 en vie.
Et encore, on n'a pas la certitude. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, Israël continue à faire croire que l'objectif, c'est la libération des otages. C'est vrai que la libération des otages est une des conditions pour qu'on négocie éventuellement un cessez-le-feu et que l'opération sur Gaza City soit freinée ou abandonnée. Mais le véritable objectif depuis quelque temps n'est plus la libération des otages en premier, mais il est l'annihilation totale du Hamas, qui passe avant l'objectif otage, qui lui est un objectif, je dirais, politique interne, un objectif plus humaniste qui est affiché, mais qui n'est plus prioritaire. La preuve, on a frappé une délégation qui était justement chargée de faire le lien et de négocier un cessez-le-feu. Donc on voit bien que si on frappe la délégation qui est chargée de négocier, on ne croit plus en la libération des otages. Les frappes contre les Houthis sont à mettre en parallèle aussi ces derniers jours, avec bien sûr les frappes, les arrestations et les assassinats de nombreux Palestiniens de Cisjordanie dans le cadre de ce septième front dont on parle rarement. Les Israéliens pensent qu'ils ont sept fronts. Les plus évidents, c'est Iran, Irak, Houthi au Yémen, bien sûr, Syrie, ce front-là a sauté, Hezbollah, le front a sauté aussi en partie récemment, et il reste des fronts dont on ne parle jamais. Au-delà de Gaza, c'est aussi le front intérieur cisjordanien ou Jérusalem-Est. D'où l'attentat récemment qui a été revendiqué par le Hamas. Donc, si vous voulez, Israël aujourd'hui est dans une logique de destruction du Hamas et d'amoindrissement ou de destruction ou de dissuasion ou d'incitation à dissuader les sept fronts dans leur ensemble. C'est très ambitieux. Des stratèges, dont 500 militaires et ex du renseignement israélien, ont fait des pétitions récemment, ont signé des pétitions pour dire qu'on ne peut pas mener tous les fronts à la fois, on ne peut pas avoir plusieurs objectifs incompatibles à la fois, mais c'est ce que vise Israël de manière très ambitieuse aujourd'hui, de manière à ce que la dissuasion soit rétablie, que plus personne ne pense qu'on peut agresser impunément ou participer à l'agression ou même tout simplement être proche des agresseurs de manière impunie. L'idée, c'est de rétablir une dissuasion régionale d'Israël vis-à-vis de ses ennemis et de ceux qui seraient proches de ses ennemis. Donc, il y a une certaine logique, on peut le déplorer, on peut dire que ça viole le droit international, bien sûr, la souveraineté d'un pays qui pourtant se proposait pour être un négociateur, on peut dire que ça va saboter les négociations, toutes ces critiques sont recevables, en plus que ça viole la souveraineté d'un État, bien sûr, mais d'un point de vue israélien, qui est celui jusqu'au boutiste du plan nouveau qui consiste à abandonner les otages et à privilégier la destruction de l'ennemi pour que l'ennemi ne puisse plus frapper. Et donc ça implique aussi que dans le futur accord et dans le futur plan sur Gaza, il n'y ait plus le Hamas, même d'un point de vue politique. Et pourquoi il y a une certaine logique à tout cela? Parce que 18 pays arabes, durant l'été 2025, 18 pays, donc la plupart de la Ligue arabe, ont dit explicitement que l'une des parties du problème, c'est le Hamas, que le Hamas doit être non seulement détruit militairement, qu'il doit être démilitarisé, ce que voulait Macron en échange de la reconnaissance de l'État palestinien, mais 18 pays arabes, donc la plupart des pays arabes et tous ceux qui comptent, sauf le Qatar, avaient même dit que le Qatar ne serait même pas dans l'équation politique pour l'après-guerre. Parce qu'il y a quand même un plan après-guerre qui n'est pas très précis, mais qui est en train de se mettre en place avec notamment des notables de la bande de Gaza. Pour nos auditeurs, les vrais habitants de Gaza sont très proches de l'Égypte culturellement, historiquement, et ils n'ont jamais été en bonne entente avec les 70% de Gaza, qui eux sont pas des vrais Gazaouites, mais des réfugiés palestiniens et des enfants et des petits-enfants de réfugiés palestiniens. Les familles de grands notables issus de grandes tribus arabes de Gaza ont toujours été écartées par la direction du Hamas. Ils ont été écartés du pouvoir et même les gens de l'autorité palestinienne, qui eux étaient en partie des réfugiés, ont été, si vous voulez, les familles notables autochtones, qui ne sont pas les mêmes que la plupart des Gazaouites. Et même les Gazaouites qui étaient pro-autorité palestinienne, donc OLP, Fatah, ces deux entités politiques, ces deux forces ont été totalement écartées et même persécutées et même tuées physiquement
faut bien voir que nous, d'un point de vue occidental, on a un point de vue que Hamas égale, on a l'impression que Hamas égale Palestine. Il y a des énormes divisions entre les 30% de Gazaouites non Hamas ou alors ceux qui ont été pro-autorité palestinienne, et d'un autre côté, la gouvernance du Hamas et ses organisations militaires et alliées. Dans ce contexte, Israël vise une éradication totale militaire et politique du groupe. Et à mon avis, la partie la plus difficile ne sera pas la partie militaire. Dès lors que Gaza City sera totalement encerclée et que les immeubles où se réfugient, où sont réfugiés les dernières organisations logistiques du Hamas ou d'autres groupes, quand ils seront été éradiqués, la partie militaire sera relativement possible à terminer. Il y aura encore des phénomènes de résistance, entre guillemets, de guérilla hybride, un peu comme en Ukraine, quand les Russes auront, imaginons que les Russes gagnent totalement en Ukraine, dans leur plan maximaliste, ils peuvent gagner, mettre un gouvernement, mais il y aura des guérillas. Bon, ça va rester à Gaza. Mais le Hamas sera vaincu, il n'aura plus le monopole, et l'idée des Israéliens, c'est de mettre des structures qui vont totalement remplacer le Hamas. Dans ce contexte, on peut comprendre que Israël prenne le risque de sacrifier les otages, ce qui vient de se passer avec le bombardement du quartier général temporel de la direction politique du Hamas à Lek Taifia, à Doha, et le fait d'avoir visé Khaled Meshal, Khalid El Haya, son fils qui a été tué, Moussa Abou Marzouk, Izzat El Rishk, et bien sûr Zaher Zabarin et Taher El Nounoun. Tous les personnes qui ont été visées, euh, pour beaucoup, étaient dans l'équation de la négociation. Le message est clair, on ne négocie plus rien, on veut la destruction totale du groupe. Alors, ce qui est assez étonnant, et vous l'avez dit, c'est que le Qatar se plaçait en tant que médiateur dans ce conflit israélo-palestinien, et notamment pour un cessez-le-feu. Est-ce que, après ces frappes, le rôle du Qatar va changer? Alors, le rôle du Qatar va changer parce que pourquoi le Qatar était encore négociateur et intermédiaire comme l'a voulu aussi l'Égypte, mais comme l'a voulu aussi la Turquie, l'Égypte étant toujours du point de vue de remplacer le Hamas, le Qatar était plutôt le point de vue de sauver les meubles pour le Hamas, hein. C'est normal, dans une négociation, il y a des gens qui représentent les anti et les pros. Eh bien, l'idée et le message qu'envoie Israël, c'est nous ne voulons plus que le Hamas joue le rôle d'un négociateur qui soit trop proche idéologiquement du Hamas. De deux choses l'une. Soit ce rôle de négociateur va être remplacé par un autre négociateur qui pourrait très bien être les Émirats, et les Émirats et l'Arabie saoudite sont beaucoup plus proches politiquement et stratégiquement d'Israël et des États-Unis que le sont le Qatar. Si vous voulez, pour résumer, Biden et Obama étaient vraiment très proches stratégiquement, idéologiquement et politiquement du Qatar. La preuve, les révolutions arabes qui visaient à démanteler des régimes arabes nationalistes, ça a été fait par l'administration Obama avec, mais de manière extrêmement étroite, en concertation totale avec le Qatar et les frères musulmans. Par contre, Donald Trump, quand on l'a vu dans son premier mandat, lui, il y a beau avoir une base américaine au Qatar, ça ne veut pas dire que c'était son préféré. Le préféré de Donald Trump a toujours été l'Arabie saoudite. Rappelez-vous, Joe Biden, à peine est-il arrivé au pouvoir, il a traité de criminel Ben Salman. Biden a eu des relations exécrables avec l'Arabie saoudite. Ce n'est pas le cas, et ce n'est pas du tout le cas, au contraire, de l'administration Trump. Donc il y a une certaine cohérence. Israël s'est dit, maintenant que Trump est revenu au pouvoir, on peut se permettre de taper un petit peu sur le Qatar de manière limitée, hein. Ce n'est pas non plus des bombardements comme on a vu en Iran, parce que de toute façon, Trump, il préfère la position de l'Arabie saoudite et des Émirats qui, eux, détestent le Hamas, combattent les frères musulmans dans une guerre quasi totale, avec l'Égypte notamment. Et donc, si on replace dans ce point de vue, vous savez, double de l'Amérique qui a des démocrates pro-Qataris, pro-frères musulmans, il faut savoir que sous l'administration Obama, il y avait 6 responsables de l'administration Obama
chargé des affaires islamiques notamment et du monde arabe, qui étaient proches ou membres des frères musulmans. Enfin, on avait une administration Obama qui était très liée aux frères musulmans, très très liée au Qatar politiquement et donc très liée au Hamas. Ce n'est absolument pas le cas de l'administration Trump qui, elle, veut généraliser les accords d'Abraham, et les accords d'Abraham sont totalement tournés contre le camp à la fois iranien, mais aussi le camp pro-frères musulmans, et donc indirectement le Qatar. Remis dans ce contexte, avec la polyarchie américaine qui a deux visions différentes suivant les différentes tendances, en gros, les anti-interventionnistes sont plutôt Émirats arabes unis et Arabie saoudite. Les néocons et surtout les démocrates sont plutôt Qatar et soutiennent la doctrine du Qatar d'aide aux frères musulmans. Bref, pour conclure, Trump va dire au Qatar ces jours-ci, si j'ai laissé faire, c'est parce que nous étions dérangés par le fait que vous êtes quand même un peu trop proche psychologiquement, affectivement et idéologiquement du Hamas et des frères musulmans. Il va falloir que vous changez si vous voulez que nous ayons une bonne coopération. Et de toute façon, le plan de Riviera, le plan de reconstruction post-guerre de Gaza va se faire, que vous le vouliez ou non. Et de toute façon, ça se fera sans vos amis du Hamas. Il n'y aura rien qui sera donné à vos amis du Hamas. Ce sera un nouveau Gaza avec une nouvelle gouvernance qui ne sera pas la vôtre. Le message va-t-il être compris par le Qatar, qui souvent avait tendance à se faire plus grand qu'il ne l'était, telle la grenouille? Il s'est déjà pris un embargo et un blocus, hein, des Émirats, comme vous le savez, et de l'Arabie saoudite pendant la crise grave entre les pays du Golfe anti et les pays du Golfe pro-frères musulmans. Rappelez-vous, dans le contexte de l'affaire Khashoggi, le Qatar va devoir décider. Moi, je pense que le Qatar ne comprenait pas le blocus, ne comprenait pas la guerre économique que lui a livrée l'Arabie saoudite et les Émirats, puisqu'il a une puissance financière et des alliés comme la Turquie qui l'ont aidé à contourner cet embargo. La Turquie a même installé une base au Qatar. Mais par contre, si le Qatar sait qu'il peut être régulièrement bombardé, peut-être est-ce un langage que les Qataris, qui ne sont quand même pas des grands guerriers, vont comprendre. Les Qataris aiment bien le djihad quand c'est pas chez eux. Ils aiment bien le djihadisme et les attentats suicides quand c'est contre les autres. Ils aiment les révolutions arabes quand c'est pas contre leur propre monarchie. Donc, ils n'aiment pas la guerre chez eux. Je pense que tel est le message qu'a voulu faire passer Israël et sans l'avouer, qu'a voulu faire passer Trump, qui bien sûr joue à l'innocent, j'étais pas au courant. Il fait même croire que c'était pas trop son plan. On n'en a aucune preuve. Vous savez, en politique, le mensonge est normal. Alors, autre question, avec cette campagne israélienne contre le Hamas, est-ce que un cessez-le-feu entre le Hamas et Israël est donc impossible? Je ne pense pas qu'un cessez-le-feu soit impossible. Vous savez, en géopolitique, ce qui compte le plus, ce sont les rapports de force. Quand les rapports de force sont installés, bizarrement, c'est là qu'on peut trouver une négociation. Pas toujours. Il y a des vrais suicidaires qui n'acceptent pas le diktat. Mais je le répète, les dirigeants du Qatar ne sont pas les djihadistes qu'ils défendent partout dans le monde. Ils ont défendu les talibans, Al-Qaïda et pas que le Hamas. Donc eux, ils ne sont pas suicidaires. Ils aiment la vie terrestre. Donc il ne faut pas croire que les dirigeants du Qatar vont être aussi inflexibles que de véritables djihadistes qui n'aiment pas trop la vie sur Terre. Ils ont une certaine rationalité. Regardez les Houthis. Pourquoi les Houthis ont trouvé un accord relatif avec les Américains? Pourquoi continuent-ils à nuire à la sécurité d'Israël, mais pas trop aux Américains? Parce qu'il y a eu un accord. Et l'accord avec les Houthis a eu lieu quand? Après une campagne de bombardement américaine. Et Trump a dit maintenant, c'est très clair. Soit nous vous anéantissons totalement, et il envoyait des logistiques assez imposantes en Méditerranée pour le faire comprendre, soit on trouve un accord avec nous et au moins vous arrêtez, nous, de nous ennuyer. Ça a relativement fonctionné. Donc, je ne pense pas que le fait d'utiliser la force soit dans ces pays quelque chose qui empêche la négociation. Souvent, c'est le contraire. Attention, il y a aussi l'affectif. Il y a la cause palestinienne, les massacres à Gaza qui rendent les choses plus compliquées. Mais je pense que si ça a marché avec les Houthis,
ça peut très bien marcher avec le Qatar, qui aime encore moins la guerre que les Houthis. Alors par ailleurs, après Gaza, la Syrie, le Liban, l'Iran et bien d'autres, Israël maintenant s'attaque au Qatar, un pays du Golfe. Mais quelle est la position du Qatar justement dans cette région? Alors, la position du Qatar dans les pays arabes, il faut bien rappeler que c'est une position isolée. Il y a eu un blocus qui a duré plusieurs années, un blocus aérien, un blocus économique total. Le Qatar a eu besoin de son ami la Turquie pour pouvoir le contourner. Le Qatar est très isolé dans le Conseil de coopération du Golfe, un des pays des monarchies du Golfe. Le Qatar est combattu politiquement et stratégiquement par tout l'axe des accords d'Abraham. Ça va des Émirats jusqu'au Maroc, en passant par l'Égypte. Il faut savoir que quand Israël bombarde l'Iran ou est bombardé par l'Iran, la plupart des États arabes du Golfe, mais aussi la Jordanie et l'Égypte, et même l'Arabie saoudite, qui n'est pas membre des accords d'Abraham, mais qui le soutiennent in petto, secrètement, tous ces pays aident Israël à intercepter des missiles, soit par des logistiques, ou des pays comme la France aussi le font, soit par des informations, des accords pour traverser des ciels stratégiques, etc. Donc le Qatar, comme les frères musulmans, sont quand même relativement isolés dans les pays arabes. Même des pays très pro-Hamas au niveau rhétorique interne comme la Tunisie, chez eux combattent les frères musulmans. Donc même certains pays qui ont l'air d'être pro-Hamas, pour satisfaire la rue arabe, parce qu'aujourd'hui le Hamas est celui qui a subi le plus de morts de la part de l'ennemi sioniste, même certains pays qui ont l'air d'être pour cet axe combattent les frères musulmans contre eux. Donc aujourd'hui, mettez-vous à la place d'un patriote tunisien. Il a beau soutenir la Palestine et critiquer Israël. Il se rappelle que quand les nationalistes tunisiens ont été renversés par les frères musulmans, c'était avec l'argent du Qatar, avec l'appui stratégique et politique et religieux du Qatar et médiatique. Aucun pays arabe qui a été victime des révolutions arabes n'a pardonné au Qatar, parce qu'il faut savoir, mettez-vous à la place des pays, des nationalistes arabes et des régimes militaires arabes et des monarchies arabes comme l'Arabie saoudite ou les Émirats. Les révolutions arabes, c'était en fait un coup, une alliance, un coup d'État généralisé des démocrates américains de l'administration Obama et d'Hillary Clinton et du Qatar avec les frères musulmans pour renverser la plupart des pays arabes. Ne croyez pas qu'ils en ont pour autant pardonné rapidement le Qatar. Le Qatar est le pays qui ne voulait pas de révolution arabe chez lui, mais qui l'a financé partout ailleurs. Donc le Qatar est très isolé, même si depuis un an ou deux, on a vu des pays arabes avoir de meilleurs rapports, parce qu'on ne peut pas tout le temps être en conflit avec un pays qui est si riche. Mais croyez-moi, les dirigeants égyptiens, ils vous disent, nous continuons à nous méfier énormément de ce pays qui a voulu notre perte, qui a organisé chez nous, avec de l'ingérence et en utilisant les frères musulmans, ils ont voulu faire de l'ingérence et nous déstabiliser en faisant tomber des dirigeants de chez nous. Ça s'est fait au Maroc, ça s'est fait, enfin, ça n'a pas réussi au Maroc, mais ils ont essayé au Maroc. Ils ont déstabilisé la Libye. Ils ont complètement plongé dans la guerre civile la Syrie. Ils ont fait partir Moubarak en Égypte. Ils ont fait tomber Ben Ali en Tunisie et ils ont totalement déstabilisé le Yémen parce que le Yémen est plongé dans la guerre civile, ça a été facilité par la révolution arabe. Donc si vous voulez, le contentieux est très très lourd envers la plupart des directions arabes et ce pays, le Qatar, qui reste le siège aujourd'hui de la direction moderne des frères musulmans. Alors, on se souvient également que lors de la guerre des 12 jours en Iran, il y a quelques mois, l'Iran justement avait frappé le Qatar. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Alors, tout simplement, ce n'était pas le Qatar qui était visé. Le Qatar a été parfaitement averti, informé par l'Iran, avec qui les relations sont quand même assez bonnes. C'était d'ailleurs l'un des contentieux avec l'Arabie saoudite et les Émirats. Ils n'ont pas réussi, mais ils avaient sommé le Qatar pendant la grande crise de couper totalement avec l'Iran. Donc, quand l'Iran bombardait le Qatar, il bombardait un pays qui est presque un allié qui est un ami, enfin qui n'est pas un ami ou un allié, mais qui est en relativement bonne relation, bien qu'abritant une base américaine. Vous savez que la géopolitique du monde multipolaire, elle est complète et elle est complexe et elle est parfois paradoxale. Un pays comme l'Inde peut être proche de la Chine dans les BRICS et l'OCS,
alors que la Chine est son ennemi. Un pays comme la Turquie arme depuis le début les Ukrainiens tout en violant les sanctions et en aidant les Russes. Dans le monde multipolaire, il faut bien le dire à nos auditeurs, rien n'est noir et blanc. On peut être à la fois lié à une alliance, mais en même temps se donner la liberté d'avoir des bonnes relations avec l'ennemi de cette alliance. C'est le cas du Qatar. Donc le Qatar a été bombardé, non pas en tant que Qatar, mais c'est une base américaine au Qatar qui a été bombardée de manière tellement téléguidée qu'il n'y aurait aucun mort et aucun appareil stratégique américain détruit. Donc, c'est parfaitement passé. Le Qatar n'avait pas le choix de toute façon et il ne l'a pas trop pris contre lui. Le Qatar a bien compris que l'Iran ne bombardait pas le Qatar, mais symboliquement, l'Iran faisait croire qu'il se vengeait de l'opération américaine en frappant une base américaine. Mais c'était tellement téléguidé et tellement pacifique, j'allais dire, sans mort, que M. Trump a tweeté le lendemain en disant: Je vous remercie, direction iranienne, on vous remercie de ne pas avoir tué d'Américains et d'avoir fait pratiquement aucun dégât. Alors pour terminer cet entretien, le Premier ministre du Qatar a affirmé sa volonté de répliquer face à cette attaque. Est-ce qu'ils ont les moyens de le faire? Et s'ils le font, vers quelles conséquences allons-nous? Alors, premièrement, le Qatar n'a aucun moyen de répliquer. Deuxièmement, le Qatar a une grande base américaine. Il ne fera que ce que l'Amérique l'autorisera à faire. Le Qatar est très libre de parler avec des terroristes d'un point de vue politique et d'un point de vue religieux et d'un point de vue médiatique. Par contre, le Qatar n'a pas de liberté stratégique et militaire. Donc, le Qatar est obligé de dire cela parce que mettez-vous à la place de ce pays. C'est le pays qui finance les mouvements qui tuent le plus de juifs et d'Israéliens au monde, plus que l'Iran, plus que le Hezbollah, le Hamas. Le Hamas qui est une branche djihadiste des frères musulmans. Ce pays ne peut pas dire nous nous arrêtons là. Il est obligé, un petit peu comme quand Nasser, vous savez, quand l'Égypte perdait des guerres contre Israël, qu'est-ce que disait Nasser? Dans la télévision égyptienne, il faisait des discours comme quoi les Égyptiens avaient fait plier les Israéliens et avaient gagné la guerre. C'est normal dans l'usage de politique interne et pour les médias arabes et islamistes, comme Al Jazeera et d'autres, le Qatar est obligé de dire nous allons répliquer sévèrement, ceci est inacceptable. Et il ne se passera rien. Qu'est-ce que peut faire le Qatar militairement? Absolument rien. Si le Qatar fait quoi que ce soit de militaire contre Israël, il va le regretter encore plus. Donc, c'est normal de le faire, hein. Cette déclaration est à usage interne et à usage islamique, puisque c'est comme un des pays qui se prétend être le plus grand sponsor et le plus grand allié et soutien à la fois de la cause palestinienne, à la fois du Hamas et des mouvements islamistes, djihadistes et politiques dans le monde. Il ne pouvait pas faire moins, mais ça restera totalement symbolique. Alexandre Delval, un grand merci pour toutes vos Merci à réponses. vous. Et Merci à merci vous. à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt.